le changement, c'est pas un concept en fait nouveau, mais là en l'occurrence, il est tellement brutal, en gros, il correspond tellement à finalement l'expression de l'obsolescence des modèles de société qu'on a créés dans les années 70 par rapport à ceux que nous sommes devenus, que pour le coup, il faut carrément plus que changer, il faut se reconstruire. Et je sais que, et Laura est forcément très très sensible à la question des mots, la notion même de changement, on l'a fait basculer, il est tellement intense, plutôt dans la notion de reconstruction. Ça fait écho d'ailleurs à tout un tas de sujets que vous pouvez entendre à la télé, à la radio, notamment en provenance des politiques, sur la notion de relance. Et on vous bassine systématiquement avec le concept même de relance. Et le concept même de relance, il est probablement inadapté au changement qu'on doit assumer. La relance, c'est quoi? C'est je tombe, et en fait je me relance pour revenir en fait au point de départ, à peu près sur la même forme. Le vrai sujet, il est là, ce n'est pas des plans de relance dont on a besoin, c'est des plans de reconstruction. Reconstruction sous tous les aspects, et pour le coup, la RSE est un vrai sujet en fait qui, c'est un élément de réponse à des changements d'aspiration profonde de nos populations. Ça, il faut l'avoir en tête. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'obsolescence du modèle, obsolescence d'un modèle de société avec un grand S, donc ça c'est la question du citoyen, hein. Le citoyen ne veut plus vivre dans le monde qu'on a conçu en fait dans le passé, il veut autre chose, mais il n'y a pas que le citoyen qui se transforme dans ses aspirations, il y a aussi le consommateur. Le consommateur ne veut pas consommer exactement la même chose que par le passé. Et enfin, il y a un sujet qui nous passionne, quand je dis nous, c'est nous en tant qu'entrepreneurs, c'est qu'il y a un troisième C qui se transforme, et qui mute aussi, à une vitesse grand V, c'est un peu difficile pour nous à appréhender. Quel est-il? C'est quoi le troisième? Donc consommateur, citoyen, consommateur et collaborateur. Bravo, voilà. Effectivement, nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, on doit reconstruire nos modèles de société avec un petit test pour appréhender en fait ces changements d'aspiration de nos collaborateurs. Alors, premièrement, les éléments qui font que en fait, les gens n'en peuvent plus. Les éléments qui font que les gens n'en peuvent plus, probablement, ils sont véritablement le fait qu'on récolte ce qu'on a semé au cours des 4 à 5 dernières décennies. Cette reconstruction, vous allez me dire qu'est-ce qu'il faut pour se reconstruire? Qu'est-ce qu'il faut d'abord pour se reconstruire? L'envie. L'envie évidemment de se reconstruire, mais je crois qu'effectivement, moi je suis très optimiste. Je suis convaincu qu'en fait les gens, ils ont très envie de se reconstruire pour enfin sortir de cette période où les ruptures, qu'elles soient d'ordre géopolitique, politique, social, voilà, et environnemental, etc., en fait, soient derrière nous. Reconstruire pour quelque chose de plus apaisé. Est-ce que l'envie est là? L'envie est là. On va considérer, on va acter en fait sur le fait qu'elle soit là. Qu'est-ce qu'il faut pour se reconstruire? Ben, il faut des fondations. Et la vérité aujourd'hui, c'est que le moteur du changement, c'est sur quelle fondation on veut reconstruire. Et là, je vous fais un tout petit aparté pour comprendre les raisons qui font que le monde d'aujourd'hui, tel qu'il a été conçu, n'est plus adapté à ce que nous voulons, hein, à ce que nos populations aspirent, qu'elles soient citoyennes, consommatrices ou collaboratrices. Elles viennent du fait qu'au final, l'idée sur laquelle reposent nos modèles de société était la suivante. La puissance découle de la taille. Ça a complètement dessiné nos économies en général. La puissance découle de la taille. Si la puissance découle de la taille, comment en fait, comment nous sommes-nous organisés, même intellectuellement? Qu'est-ce qu'on a dessiné? Si vous êtes persuadé que pour exister dans le monde qui vient, il faut être gros, eh bien vous faites quoi? Eh bien vous concentrez. En fait, si on devait juger les modèles de société qu'on a conçus partout, hein, pas qu'en France, partout dans le monde, eh bien ils reposaient sur cet axiome. C'est en mathématiques, on a une idée de base et ensuite un système. Et tout est cohérent. Mais si l'axiome est faux, eh bien tout le système en fait, ne correspond plus à la réalité. C'est exactement ce que nous vivons. Dans les années 70, on considérait que pour exister dans le monde qui vient, il fallait être gros. Et nous avons organisé nos sociétés pour cela. Ça se traduit par quoi, aujourd'hui? Et c'est la raison pour laquelle, après je te cède la parole, parce qu'après on va me dire que je suis trop bavard. Ah non, parfait. Ça s'est traduit par quoi? Quelles sont les grandes images qu'il faudrait garder du monde dans lequel on vit encore aujourd'hui? Le fait que pour exister dans le monde qui vient, il faut être gros, ça s'est traduit par quoi? Des boîtes de plus en plus grosses, un phénomène de consolidation qui n'est pas terminé, hein, qui ne cesse en fait d'être devant nous, parce que pour exister dans le monde qui vient, et encore plus qu'on a de l'inflation de normes, et ça je sais que vous êtes en fait au premier chef là-dessus, naturellement en fait, vous poussez en fait, à la concentration des entités de plus en plus grosses. Et alors plus au-delà de ça, ça c'est dans le modèle d'organisation de nos sociétés avec un petit S, mais avec un grand S. Comment vous caractériserez par exemple la France aujourd'hui? La France c'est quoi? C'est 15 grandes villes. En fait, la concentration, c'est aussi en fait
traduite, cette volonté en réalité de, fait, de prioriser les gros, parce que c'était la bonne forme pour exister dans le monde qui vient, c'est traduite par une concentration d'activités toujours aux mêmes endroits. Ce qu'on appelle les grandes métropoles, Paris bien évidemment, mais pas que aujourd'hui, Bordeaux, Toulouse ou autres, ces grandes métropoles régionales. Aujourd'hui, il faut que vous compreniez, il faut qu'on comprenne que ce monde-là génère aujourd'hui plus d'externalités négatives, plus de dommages collatéraux que de qualité. Et c'est ça, en fait, le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ces grands mondes concentrés, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont poussé à quoi ? À de plus en plus d'anonymat. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, en fait, pour bien comprendre ce que ça veut dire, l'anonymat. Donc, aujourd'hui, en fait, la proximité s'est progressivement délitée dans des entités de plus en plus grandes. Et la réalité, c'est que les gens réclament plus de proximité géographique. Donc, il va remettre en question les modèles d'organisation sur les lieux de vie. Ça interagit avec vos collaborateurs. Proximité dans l'entreprise. Les collaborateurs vont être au centre de l'entreprise, acceptent de moins en moins la distance, l'anonymat. Ils vont être reconnus, connus et reconnus. Et donc là aussi, c'est finalement une des externalités qui n'est plus supportée et qui est héritée du monde d'avant. Donc ça, c'est un élément important pour bien comprendre l'origine du changement. L'origine du changement, il vient aussi de l'idée même sur laquelle nous avons bâti nos modèles de société. Dans le monde qui vient, pour exister, il faut être gros. Eh bien, cette idée-là est devenue morte. Et face à cela, il faut réinventer, il faut se réappuyer, il faut reconstruire sur d'autres fondations. Et les fondations, et nous avons de la chance, c'est pour ça que je suis très très optimiste, nous avons aujourd'hui les outils, à la condition qu'on sache faire notre propre révolution intellectuelle, pour reconstruire, rebâtir sur une autre fondation. Et cette fondation-là, c'est quoi ? C'est que pour exister dans le monde qui vient, il faut être petit et connecté. Et ça, c'est un sujet absolument majeur. C'est-à-dire que véritablement, pour le coup, la reconstruction, elle doit se... Alors c'est très très dur pour un Français, qui voit les choses de manière assez pyramidale et verticale, mais la réalité, c'est que pour exister dans le monde qui vient et répondre aux nouvelles aspirations, qu'elles soient des citoyens, des consommateurs ou des collaborateurs, eh bien, il faut rebâtir, reconstruire sur cette idée que pour exister dans le monde qui vient, il faut rester petit, parce que le petit, c'est celui qui... Il n'y a que le petit qui arrive en fait à générer la proximité nécessaire, mais il ne faut pas que le petit soit isolé. Et donc, naturellement, en fait, l'image qu'il faut renvoyer, en fait, c'est qu'il faut ne pas rester petit, mais petit ensemble. Et aujourd'hui, nous avons de la chance. Nous vivons une révolution souvent commentée dans les médias, celle de la technologie. Eh bien, pour la première fois de l'histoire, on peut effectivement appréhender une société avec un grand S ou des sociétés avec un petit s comme des entités petites, mais en étant connectées ensemble, donc des entités dans lesquelles on peut réconcilier d'une certaine manière le local et le global. Merci Pierre. Alors bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui et de retrouver le duo avec Pierre pour croiser économie, philosophie. Je ne sais pas si ça a été précisé dans l'introduction, mais effectivement, moi je vais essayer de prendre un peu de hauteur sur ces thèmes. Tu parles de révolution, tu voulais dire quelque chose ? Non, c'était bien pour préciser que, grosso modo, moi, l'agriculteur, c'est moi, et là, la tête, c'est là. Donc, moi, je vous ramène vers le bas, et Laura, en fait, nous élève, vers le haut. Et je suis effectivement ravi de repartager. De t'écouter, en vrai. C'est gentil. De t'écouter. Bon, alors, du coup, je rebondis un peu sur ça. Effectivement, tu parles de révolution, tu parles de reconstruction, et on parle avant tout de changement. Et du coup, c'est vrai que alors, je suis plus mots et images, et toi plus chiffres, on y reviendra. Mais c'est vrai que cette période, si elle est révolutionnaire ou si elle invite à la reconstruction, moi j'aime bien l'illustrer par l'image de la houle ou des temps houleux. On arrive bien à visionner ce que ça peut représenter. Et du coup, on voit combien le changement dans cet environnement houleux est à la fois un thème phare, évidemment, et vague. Vous l'avez ? Métaphore. Vague parce qu'il est vrai que c'est pas évident de définir le changement. Et pour autant, pour y faire face, il faut quand même savoir de quoi on parle. Le changement, si je vous en demande une définition, on va se creuser les méninges. Qu'est-ce que c'est que le changement ? On est tous à peu près d'accord, je pense, pour dire que le changement est constant. On regarde autour de soi. Moins agréable, il suffit de se regarder soi pour voir le temps qui passe, pour ne pas dire trépasse. Le changement est permanent. Et il y a une phrase d'Héraclite qui nous dit « Rien n'est permanent ». Sauf le changement. Vous connaissez sûrement cette phrase. Et comment il illustre cette phrase ? Il ajoute « On ne se baigne jamais deux fois dans les eaux d'un même fleuve », sous-entendant le flot, le flux incessant de changement. Pour autant, si le changement est absolument permanent, parce que ça ferait presque un non-sujet de l'intervention, finalement c'est permanent, depuis toujours il y a du changement. Oui, on pourrait quand même dire que le changement, même s'il est permanent, il semble, alors c'est pas un philosophe qui l'a dit, quoique, que le changement ce soit plus que jamais maintenant. Vous avez la référence ? Je ferai d'autres analogies.
Plus que jamais maintenant, pourquoi ? Parce qu'on est dans un environnement, évidemment, où le rythme, la vitesse, la rapidité, les flux, etc., nous invitent à nous remettre en question. Et le changement nous invite évidemment, voire nous pousse, nous contraint à nous challenger pour pouvoir tenir le cap, maintenir la barre, c'est mieux, dans cet environnement houleux et évidemment ne pas couler. Alors, je suis très optimiste, je vous rassure. Il n'empêche qu'on est dans cet environnement mouvant. Et à l'intérieur de cet environnement, que peut dire la philosophie, de manière générale, pour accompagner cela ? Il me semble que les crises, les changements rencontrés appellent plus que jamais sur le devant de la scène l'esprit critique. Alors, ça peut paraître un petit peu troublant, mais en fait, tout est assez lié. Plus vous rencontrez des crises dans la vie, plus l'esprit critique est appelé sur le devant de la scène. Pour pouvoir y faire face. Une crise, ça renvoie à crisis, le discernement, et toute crise, par définition, nous met en crise. Alors, il y a des questions de degré, évidemment, crise familiale, crise professionnelle, sociale, etc. Mais une crise, par définition, va provoquer du changement, raison pour laquelle le changement est un mot à la mode, vraiment. Une crise provoque du changement et nécessite du jugement. C'est la deuxième partie qu'on a tendance à moins travailler. On fait le constat d'un changement, mais évidemment, ça provoque du changement et ça nécessite du jugement. Et du jugement, si je le reformule, une crise nécessite un effort de pensée pour pouvoir la penser, au double sens du terme. C'est la raison pour laquelle, évidemment, l'esprit critique est appelé sur le devant de la scène. Et si je fais une analogie un peu plus professionnelle, on voit que la crise sanitaire que l'on a rencontrée est venue accélérer des réflexions relatives à l'évolution du travail, notamment le télétravail, mais pas que. Et on est dans un environnement où le travail est remis en question, une accélération à ce niveau-là. On n'a pas attendu la crise du Covid pour voir justement ces accélérations, depuis la fin du siècle dernier et encore plus depuis le début de ce siècle. Mondialisation, évolution démographique, progrès technologique, révolution numérique, toutes ces choses-là n'ont cessé d'impacter nos sociétés, nos cultures et évidemment nos métiers. Des métiers qui sont de plus en plus transformés, c'est un fait, de plus en plus digitalisés et automatisés. Alors, comme je le disais bien, je suis plus mots que chiffres. Pour autant, je vais en donner quand même quelques-uns pour te rendre la parole ensuite. L'OCDE estime que 25% des métiers en 2030 seront automatisés. 2030, c'est demain. Il y a une enquête qui a été largement relayée, du coup je la partage parce qu'elle a fait grand bruit, qui date de 2017, et j'actualiserai mon propos juste après, qui titrait de manière assez provocatrice, et c'est une étude qui a été menée par Dell, l'entreprise, et l'Institut pour le futur, et qui titrait « 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore ». Vous vous souvenez de ça ? Ça avait fait grand bruit. Et pour réactualiser tout ça, le Forum économique mondial vient de rendre un rapport en 2021 sur l'avenir du travail et les compétences recherchées dans le domaine professionnel. Il rapporte que 2 enfants, aujourd'hui, sur 3 qui rentrent en primaire, exerceront un métier qui n'existe pas. C'est quand même assez passionnant en termes de changement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Au sens littéral, ça ne veut pas dire que la plupart des métiers n'existeront plus. Ça veut dire que la plupart des métiers seront transformés. Donc, il y aura toujours le métier de boulanger, etc. Mais la plupart des métiers, même des métiers qui sont peut-être moins sujets au changement, vont être amenés à évoluer au nom du numérique, des évolutions, de l'économie, notamment, de repenser l'espace, gros, petit, etc. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'on est dans un monde où la plupart des métiers, c'est un fait, vont être transformés. Il y a des questions de degrés. Par exemple, une profession de conférencier, peut-être qu'on sera là en hologramme. Je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon, pour faire une autre référence politique, mettre la balle au centre, a été aussi, a fait cela. Donc on voit que la plupart des métiers peuvent être changés ou évoluer. Donc on est vraiment dans cet environnement où on peut le dire ainsi, la plupart des compétences techniques acquises sont amenées à passer ou être dépassées de plus en plus vite. Parce qu'on est dans ce monde qui accélère. On sait d'ailleurs qu'aujourd'hui, un étudiant qui rentre dans une filière technologique, on estime qu'au bout de sa 2e année, sous les 2 ans qui vont venir, la moitié de ce qu'il a appris en première année tend à devenir obsolète. Quand on sait qu'en philo, 20 ans après, rien n'a bougé, il y a peut-être un petit équilibre sur le changement. Mais voilà, c'est ça. Mais en tout cas, tout ça juste pour dire que si les compétences techniques acquises sont amenées à passer ou être dépassées dans ces temps houleux et mouvants, qu'est-ce qui est appelé sur le devant de la scène ? Ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, les compétences humaines, transversales, douces. Et la première de ces compétences à travailler l'avenir, et c'est le Forum économique mondial qui le rapporte, c'est l'esprit critique, la souplesse cognitive, presque envie de l'acquérir sur la vague de la houle, et évidemment la capacité à résoudre des problématiques complexes. En somme, et je terminerai juste sur ça, on convoque parfois la philosophie sur l'autel des vérités. Moi, j'en ai pas, mais je pense que néanmoins, dans ce contexte très incertain, émouvant, s'il est peut-être une chose qui m'apparaît réelle, c'est qu'à l'avenir, le travail sera de moins en moins le fait d'experts et de plus en plus le fait d'apprentis.
de moins en moins finalement le fait de dérouler de process bien préétablis, de plus en plus de succès, d'adaptation, d'ajustement, d'apprentissage, hein, c'est le mot en vogue, de formation. Il faut se former, se réformer. Et en somme, de moins en moins le fait de réponses toutes faites, on a bien calqué, mais que le fait de questions à se poser tant elles vont s'imposer à nous dans cet environnement. Et je termine juste avec une phrase que j'aime beaucoup qui illustre assez bien l'air du temps et l'importance du questionnement et donc de la remise en question des modèles initialement construits, gros, petit, parce que ça part de ça déjà. Comment je remets en question un fonctionnement établi en cultivant justement défaisant de la pression de cette réponse qu'on a toujours depuis les bancs de l'école, hein, il faut avoir la bonne réponse, pour cultiver la passion de la question dans un monde qui l'impose, parce que voilà, les problématiques sont nombreuses. Et cette phrase, elle est de Paulo Coelho, et il dit brillamment, mais pas assez bruyamment, j'espère que vous ferez du bruit au sortir de cette intervention, il dit « Au moment où j'avais réussi à trouver toutes les réponses, toutes les questions ont changé ». Voilà, sur l'air du temps et du changement, il y avait quelque chose.